des Corporate Power Purchase Agreement ou des BPA, également pour les corpos, qui sont, comme Vincent l'a dit, donc un contrat de gré à gré d'approvisionnement en électricité et ou gaz vert. Et ça, entre quoi? Entre deux acteurs. Donc, premièrement, bien sûr, un corporate, d'où le nom Corporate PPA, et bien souvent un producteur. Il y a un point qui manquait, je pense, Hugo, c'est la logique de prix. Alors on sait que de moins en moins on fait des PPA pour le prix. On n'est pas il y a 1 an ou il y a 2 ans. Néanmoins, il est très important d'avoir en tête, parce que quand on parle de PPA, on met un peu tout dans le même panier. Un PPA sur 1, 2, 3 ans, il n'y a pas de raison que le prix se décroche du marché. C'est une logique de prix de marché, parce que le producteur il a le choix. Quand on est sur du long terme, il n'y a pas de marché, et donc a priori on va plutôt refléter le LCOE de l'actif. Et donc c'est déjà et ça en général, bon, pour les acheteurs c'est quand même important d'avoir ça en tête. Sur 3 ans il n'y aura pas de LCOE. Déjà clarifier ce point-là et savoir dans quelle direction on veut aller. Et puis ensuite, court terme, on va plutôt être sur ce qu'on appelle du brownfield, sortie d'obligation d'achat. Long terme, on va plutôt être sur ce qu'on va appeler du greenfield. On va travailler l'additionnalité. C'est sûr qu'en tant que fournisseur ou conseil, donc on est entre les acheteurs et les producteurs, et donc on voit l'évolution des rapports de force, et c'est assez spectaculaire. Au plus fort de la crise, tous les acheteurs, à tort ou à raison, voulaient un PPA et il n'y avait pas d'offre, parce que finalement les projets ils étaient pas disponibles, et les quelques producteurs qui avaient un actif prêt à construire étaient les rois du monde et pouvaient imposer des prix parfois à 3 chiffres. Depuis 1 an, évidemment, les acheteurs finalement qui n'ont pas trouvé tout de suite un PPA à signer, finalement peut-être s'en félicitent, puisque le prix a tellement baissé que ça a enlevé cette priorité sur les prix. On voit que le pouvoir de négociation il est revenu chez les acheteurs, pour la simple et bonne raison que finalement il y a autant, voire plus d'offres qu'avant, et beaucoup moins d'acheteurs. Donc les quelques acheteurs qui restent motivés par les PPA, finalement, ont le pouvoir de négociation. Alors on pourrait s'en désoler, mais se dire aussi que finalement le marché il est devenu plus rationnel et plus sain. Les PPA qui se font pour des bonnes raisons, et pas que sur le prix dans la panique, voilà, et donc pour des motivations telles que vous le disiez, autour de la RSE, de l'empreinte territoriale, etc. Quand on signe un PPA, il faut se projeter sur ce qui peut se passer sur les 15 ou 20 prochaines années. Et donc le risque d'image, puisqu'en fait si on fait un PPA, j'essaie de mettre à la place de l'acheteur, c'est aussi pire pour l'image, et ce serait quand même dommage que ça se retourne contre l'acheteur. Donc vous avez cité la déforestation, il y a aussi l'enjeu sur les terres agricoles. C'est le débat qui monte. Un des mots les plus utilisés l'an dernier dans le domaine du photovoltaïque, c'est l'agrivoltaïsme. Il y a un peu de tout là-dedans. Chacun a sa conception. Donc un certain nombre de l'AFNOR, voire les textes réglementaires ont tenté un peu de définir finalement ce qui est acceptable et ce qui l'est moins. Et donc j'invite les acheteurs aussi à regarder, quand on leur propose un PPA, est-ce que c'est un PPA qui est vraiment vertueux, et est-ce qu'on leur propose en PPA parce qu'ils ne passent pas les fourches codines des appels d'offres de la CRE. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles il faut être vigilant. Néanmoins, il y a des PPA vertueux, et donc il ne faut pas partir perdant en se disant qu'on ne va pas arriver à signer un beau PPA. C'est sûr que financièrement, si on compare le prix d'un PPA à les prévisions de prix sur 20 ans qui sont un calme plat tel que fourni par Aurora, Free ou n'importe quel autre prévisionniste, ces prévisions moulinent toute l'information disponible pour faire le meilleur forecast possible. Par contre, ces prévisions n'incluent pas la prochaine crise. Et donc j'ai retenu de l'intervention de ce matin que c'était
une tous les 7 ans, une crise tous les 7 ans, avec un Dirac. Moi, j'aurais plutôt dit, vu l'ampleur, c'était plutôt une tous les 20 ans, puisque finalement, l'ouverture du marché au début des années 2000, et puis 2022, l'explosion qu'on a connue. Et quand on discute avec des assureurs, le temps de retour pour qu'une assurance, ça vaille le coup, c'est un 20e. Donc finalement, voir le PPA comme un produit assurantiel, alors on est certain que ça va coûter tant qu'il n'y a pas de crise, mais finalement peut-être que ce sera une bonne affaire lors de la prochaine crise. Et ça évidemment, l'acheteur il peut pas le faire tout seul, mais se faire accompagner pour faire ces simulations et se convaincre et choisir en connaissance de cause, parce que sinon c'est sûr que un parapluie par beau temps, ça ne sert pas à grand chose. La première chose, c'est d'abord il y a le métier de conseil pour aider l'acheteur à s'organiser et à faire les choses dans le bon ordre. Typiquement, il faut d'abord penser au prochain PPA avant de lancer sa prochaine consultation de fourniture pour que le cahier des charges de la consultation de fourniture prévoit cette possibilité et soit suffisamment précise pour que ça n'ouvre pas la possibilité d'un refus du fournisseur ou d'une renégociation qui pourrait être abusive. Et puis après, le choix du fournisseur, les fournisseurs sont plus ou moins promoteurs. Alors je vais prêcher pour ma paroisse, puisqu'on est nous-mêmes fournisseurs, membres d'un groupe qui produit l'énergie renouvelable. Alors on ne travaille pas qu'avec notre maison mère, mais avec une dizaine de producteurs partenaires en France. Évidemment, les fournisseurs n'ont pas tous le même appétit pour se positionner sur ce sujet. Néanmoins, on n'est pas les seuls. Il y a des fournisseurs qui sont connus pour accompagner les clients sur le complément de fourniture, même en PS Produced. Et donc, on n'a pas besoin d'exiger que l'énergie intermittente ait été transformée en ruban pour accepter de l'intégrer dans la fourniture. Donc, finalement, un certain nombre de fournisseurs acceptent de jouer ce rôle d'agrégateur en absorbant l'intermittence dans leur offre de complément de fourniture. Voilà, ce n'est pas quelque chose de rédhibitoire et n'hésitez pas à consulter de manière assez large pour trouver le fournisseur qui saura vous accompagner. On évite d'annoncer la signature d'un PPA dont la mise en service est prévue en 2030. C'est peut-être, si vous vous souvenez, c'était une annonce qu'on avait vu passer il y a 2 ans. Et puis, de manière plus sérieuse, on commence à discuter sérieusement d'un PPA avec un développeur qui prévoit une mise en service à horizon 1 ou 2 ans. Avant, le risque de développement est trop élevé. Et on prévoit un petit temps de latence pour absorber le risque de retard. Et puis, quand bien même le retard intervient, il y a des clauses de régularisation à prix de marché. On parlait d'accompagnement, du besoin d'accompagnement et finalement le conseil, mais finalement c'est au client aussi de savoir quels sont ses objectifs. Je ne sais pas si on en parle maintenant ou... Non, mais la parole est libre. Alexis, pardon. Donc, et du coup, j'avais prévu une... Alors, Anne, si on peut diffuser la slide d'Alexis. On parlait tout à l'heure des règles, on va dire, de bonne gestion, ou qu'est-ce qui est raisonnable. Vous voyez, donc là c'est une copie de notre espace client. On voit comment l'énergie renouvelable peut s'intégrer dans la courbe de consommation d'un consommateur. Typiquement, alors ce matin on parlait de 15% quand on parle de photovoltaïque. 15% c'est probablement sur un industriel assez plat. Dès lors qu'on est sur un client qui aurait un profil jour-nuit assez marqué, on peut probablement aller un petit peu au-delà. Et il est raisonnable de ne pas être en excédent parce que ça peut donner lieu à des problèmes à la fois financiers et comptables. Et donc, une des règles, c'est d'éviter de trop dépasser. Mais typiquement, on peut viser jusqu'à 20-25% en photovoltaïque. Et on peut aller au-delà si on mixe avec de l'éolien. Puisque l'éolien et le photovoltaïque
ont tendance à foisonner. On a plus d'éoliens en hiver et un peu moins l'été quand le photovoltaïque prend le relais. Et donc typiquement, on pourrait monter jusqu'à 50% avec la bonne calibration entre du photovoltaïque et de l'éolien. Là, j'ai envie de dire, c'est pour quelqu'un qui aurait vraiment envie d'aller au maximum du raisonnable. Au-delà, le devoir de conseil serait de dire faites attention. Et puis, je parlais tout à l'heure finalement de travail d'introspection de l'acheteur. Finalement, il y a plusieurs dimensions, plusieurs objectifs. Donc il y a le taux de couverture dont on vient de parler en énergie renouvelable, mais il y a également finalement l'empreinte territoriale. Alors en ce moment il y a une thématique à la mode au niveau national qui est la souveraineté énergétique. Mon opinion, je suis sûr que ça va donner lieu à débat, mais on est plus souverain avec du renouvelable qu'avec du nucléaire, puisque finalement il n'y a pas de combustible. Et il n'y a pas de combustible qu'on a besoin d'importer. Donc une fois que l'installation elle est là, on est autonome pendant 20 ans, modulo la maintenance. Et à la maille plus locale, on voit aussi un certain nombre d'acteurs qui ont envie de s'implanter dans leur région. Et donc ça, c'est une dimension. Alors, il y a des acteurs à qui ça ne parlera pas du tout. Ils ne voient pas pourquoi on payerait plus cher pour avoir l'électricité proche de chez soi. Mais par contre, on voit que chez certains acteurs, ça parle. Alors, de manière... je ne vais pas dire que c'est surprenant, mais il y a certaines régions qui sont plus attachées que d'autres. Alors, ça va être la Bretagne, ça va être les Hauts-de-France, où finalement l'électricité produite en local a une valeur implicite. Et donc finalement, ça peut être l'indicateur de proximité du producteur qui peut être un choix important. Et puis même quand on est en France, le bilan CO2, alors ce sera jamais aussi spectaculaire qu'en Allemagne ou en Pologne, mais même en France, on trouve une contribution dans le bon sens d'un PPA renouvelable qui se compare favorablement par rapport au mix national. Alors évidemment, il ne faut pas le comparer par rapport au nucléaire seul, mais le nucléaire n'est pas tout seul dans le mix énergétique. Et donc quand on compare le PPA renouvelable au mix national, on trouve une contribution positive qui peut être intéressante notamment quand on parle de CSRD, etc. Sachez qu'il existe des solutions, des nouvelles solutions qui vont bientôt être proposées, et que nous-mêmes allons proposer, de multi-acheteurs. Ce qui veut dire que finalement, là où un industriel ou un client pourrait trouver compliqué d'absorber à lui seul la production d'un actif ENR, en s'y mettant à plusieurs, sans forcément être solidaire entre acheteurs, on peut finalement diminuer ce risque et avoir une quote-part de la production de l'actif à chaque instant. Et donc ça, c'est quelque chose... Alors, il y avait eu des premières tentatives qui n'étaient pas allées au bout. Il y en a d'autres qui vont être conclues très prochainement. Et finalement, c'est une façon de rendre les PPA accessibles à tous les acheteurs, quelle que soit la taille de leur consommation annuelle.